C'est rare, nous avons deux sujets au menu de faire croiser ce jour. Nous allons les aborder de façon parcellaire parce que nous ne sommes peut-être pas des spécialistes de ces questions-là, mais nous allons parler de la Journée mondiale de la santé mentale qui est ce 10 octobre 2018. Nous allons en parler avec celui qui est déjà sur ce plateau avec moi depuis quelques minutes maintenant, Fréjus Seroulan, et parler surtout de ces personnes qui sont dans la rue et qui auraient besoin très visiblement d'une assistance morale, d'une assistance psychiatrique, voire psychologique. Et ces personnes-là sont quand même laissées à leur propre sort et nous essayons d'attirer l'attention sur elles aujourd'hui. Nous essayons, comme je l'avais déjà annoncé en début d'émission, de recevoir des spécialistes de la santé psychiatrique dans les prochains jours pour aborder de façon plus spéciale, de façon plus approfondie cette problématique de la santé mentale. Et puis en deuxième partie, nous allons parler du Cameroun, un des acteurs politiques camerounais que je ne vais pas citer et qui a très mal pris la déclaration de Maurice Kamto, a justement dit que Maurice Kamto souffrirait de troubles psychologiques pour se prétendre président de la République alors que les résultats de l'ELECAM ne sont pas encore publiés et que lui-même, sa coalition n'a pas la preuve que cette victoire qu'il revendique est véritablement la sienne. Il y a peut-être ce petit lien entre les deux sujets, mais ce n'est pas forcément démontré. Commençons déjà par cette journée mondiale de la santé mentale. Selon vous, Fréjus Seroulan, que je remercie et je salue encore une fois, Fréjus. Bonjour, James William Guidi à nouveau. Faisons l'exercice avec les téléspectateurs. Et bien sûr, les auditeurs. Oui, les auditeurs de Diaspora FM. De Diaspora FM. Est-ce qu'il était, à votre avis, pertinent que l'Organisation mondiale de la santé instaure une journée mondiale de la santé mentale? Bien évidemment, comme la journée mondiale sur la santé mentale, il existe bien d'autres journées qui ont rapport au comportement humain, puisque nous sommes des hommes, nous sommes affectés par différents événements, différents affections, maladies. On parle de la journée du cancer et autres, donc il était important de dédier une journée à cette sensibilité, à ce sujet important qui affecte la vie de beaucoup de personnes. Plusieurs dizaines de millions de personnes sont concernées. De personnes. Donc, il était important de dédier une journée à ces affections-là, à la santé mentale, pour pour faire l'état des lieux et emprunter les chemins pour, bien évidemment, chercher les voies et moyens pour endiguer, pallier la situation, réfléchir à comment faire pour apporter une solution efficace à ces gens-là qui sont affectés. Nous parlons donc de santé mentale. Donc, et je n'oserais pas dire que vous êtes un spécialiste. J'ai assez prévenu les téléspectateurs et les auditeurs, mais je pense savoir que vous avez quand même pu nous dégoter la définition de la santé mentale proposée par l'Organisation mondiale de la santé. Je crois que même avant ça, l'année dernière, je crois que nous sommes rapprochés d'éminents psychiatres et psychologues pour dans le cadre de cette journée l'année dernière pour mieux appréhender le contenu, le concept et proposer quelques pistes de solutions. Nous proposerons incessamment ce sujet aux téléspectateurs. Donc, mais l'OMS, déjà, on peut donner la définition de l'OMS sur la santé mentale. Pour l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès, de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, celui qui a la santé, une bonne santé mentale, c'est celui qui est en possession de toutes ses facultés, de sa liberté, celui qui est en harmonie avec son corps, sa tête, sa pensée et qui est en mesure de contribuer valablement au développement de sa cité. Alors, au regard de cette définition, il y a quand même un certain nombre de personnes qui, dans des situations, peuvent être considérées comme étant peut-être malades. Par exemple, j'ai un rythme de vie qui m'a mené à une réaction, à un événement malheureux. J'ai perdu un parent. Je suis quelque peu
malheureux, dépressif, je me recroqueville sur moi-même. Est-ce qu'on peut parler de maladie mentale? Bien sûr. Ça fait un. Est-ce que j'ai une promotion, je suis dans une telle euphorie, est-ce que à ce moment-là, il y a un déséquilibre mental chez moi, j'ai une faiblesse morale, ça arrive à tout le monde quand même, c'est une maladie mentale, ou bien il y a quand même une différence à faire compte tenu de la durée de l'état de la personne. Bien évidemment, James Guidi, il faut déjà distinguer la santé mentale positive. Là, tout va bien. C'est l'idéal, c'est ce qui est recherché. C'est l'homme normal, ça, la santé mentale positive. Maintenant, il y a la santé mentale négative. Et c'est là que nous allons distinguer les deux facteurs ou bien les deux maladies que vous tentez de relever à ce niveau. À ce niveau, nous avons les troubles psychologiques réactionnels. Les troubles psychologiques réactionnels, c'est que l'individu qui est affecté par les situations, non, la réaction par rapport à tel événement, c'est l'individu qui est affecté par une situation de la vie courante, par les difficultés quotidiennes, les ronces de la vie. Celui-là souffre indubitablement d'un trouble mental réactionnel. C'est dû à une situation de courte durée, à une situation ponctuelle. Maintenant, si nous quittons il est plus facile de soigner celui-là. Voilà, plus facile, c'est les dépressions, les surmenages, on a perdu un être cher, etc., comme vous voulez le dire. Donc ça, c'est un trouble psychologique réactionnel. Maintenant, de l'autre côté, il y a les troubles psychiatriques. C'est là le plus grave. Là, qu'est-ce qui est affecté Là, ce sont des maladies où les spécialistes seront plus en mesure de le dire, mais c'est souvent ce que nous voyons dans la rue, ça touche terriblement la psychiatrie, la tête, c'est que les neurones. Les neurones, comme on le dit, quelqu'un a pété un câble, a pété un boulon, comme on le dit, il est loisible de voir ces gens-là dans la rue sans rien comme habits qui circulent. Ce sont les gens qui sont souvent internés dans les centres psychiatriques, les fous et autres comme on aime à le dire, mais le fou n'est pas le mot adapté, mais c'est une personne souffrante de troubles psychiatriques. C'est devenu un terme un peu péjoratif que voilà, donc cette dernière affection est marquée par une durée plus ou moins plus longue que les troubles psychologiques réactionnels qui viennent par moments et qui peuvent rapidement trouver une solution dans l'apport de solutions affectives. On s'entoure de la personne, on s'arrange à galvaniser comment on dit, cette personne-là, voilà les deux catégories qu'il convient de situer. On est au Bénin. Je vous sors de vos notes et je vous ramène dans le contexte béninois. Vous savez, peut-être là où je vais en venir, on a coutume de dire, pas seulement au Bénin, mais dans certains pays d'Afrique, que certaines maladies mentales peuvent être provoquées de façon métaphysique, de façon, oui, c'est le mot bien trouvé, métaphysique, c'est-à-dire que on va faire une divinité, un fétiche, pour déclencher chez une personne un trouble psychologique ou une maladie psychiatrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous n'allons pas passer par 4 chemins, comme vous venez de le dire. Nous sommes en Afrique. On est au Bénin. Je crois le pays du vaudou. Berceau du vaudou. Ce n'est pas pour dire que le vaudou est mauvais. Le vaudou a ses côtés positifs. Beaucoup. Le vaudou, énormément. Le vaudou, il faut le dire, se veut être notre patrimoine identitaire et culturel commun, une religion authentique africaine béninoise. Donc la vocation du vaudou, c'est de faire du bien, c'est de l'harmonie, c'est de rassembler cette communauté, cette nation, ce continent autour de sa religion propre à elle. Mais, comme vous le savez, tout ce qui est bon a un côté pas négatif. Les hommes trouvent toujours le moyen de
de prendre les choses pour en faire de mauvaises choses. C'est comme le couteau, ça coupe bien l'oignon, ça coupe bien le piment pour faire une bonne sauce. Mais avec ce même couteau, il est aisé de blesser, de poignarder. Donc, il en est ainsi, les histoires, nous les apprenons, des troubles psychologiques, psychiatriques provoqués dans le spirituel. Ça arrive et vous voyez... On parle d'un élève trop intelligent, trop intelligent, celui dont on a déjà vu l'étoile, un problème en famille. De couper oui, ces histoires sont légion et je crois que si vous allez vers les spirituels, que ce soit les pasteurs, les prêtres, ils vous raconteront des histoires où ces troubles-là ont été provoqués dans le monde spirituel où ils sont arrivés quand même à décanter la situation, à ramener la personne dans son état normal. Ça existe, ça relève purement de la méchanceté humaine, Je ne vais pas dire béninoise, parce que nous n'avons pas l'apanage de la méchanceté, nous n'avons pas l'apanage du mal. Ce qui se fait là au Bénin, se fait à côté au Togo, au Ghana, au Nigeria, partout dans le monde. Et même quand on quitte le monde spirituel, on peut provoquer la folie sans aller dans le monde spirituel, parce que la personne qui vous harcèle, la personne qui incessamment vous êtes ensemble, vous pose des situations, les barrières, c'est carrément un harcèlement, des peurs, autres. Face à cela, des émotions subites, et c'est fait exprès. Donc ces deux manières-là, on peut provoquer, selon moi, à mon avis, la folie, tant dans le monde spirituel, tant dans le monde réel. Dans le monde réel. Et puis, toujours en parlant de cette maladie, quand on a une maladie, une affection psychologique ou psychiatrique provoquée, elle est comment plus facile, à votre avis, à soigner que quand c'est naturel, quand c'est dans le monde du monde réel que c'est spirituel, quand c'est spirituel ou dans spirituel, c'est facile à soigner à votre avis? Moi, je ne saurais le dire, mais bon, c'est mon avis que vous demandez là. Oui, bien sûr. Je crois que la solution dans le monde réel, c'est que c'est une maladie qui arrive, comme toute autre maladie. Donc, comme il faut déjà l'attaquer avec les solutions, modernes. Et vous savez qu'il y a des maladies qui peinent à trouver des remèdes qui sont toujours là. Donc, il peut arriver qu'on trouve difficilement dans le monde réel les remèdes, les dispositions pour vous ramener à votre état normal. Il peut être aussi difficile dans le monde spirituel si on ne maîtrise pas la source qui l'a provoqué, comment elle a provoqué, d'apporter la solution réelle. Mais toujours est-il que dans ce monde spirituel-là, les prêtres, les pasteurs, les prêtres vaudons, etc., ont toujours la manière pour déceler d'où ça vient, comment ça a été fait et apporter la solution dans les plus brefs délais. Mais, vous savez, c'est un rapport de force dans ce monde-là, d'où la difficulté. Si celui qui a provoqué cela, si la personne la détient une force tellement grande ou bien, je ne sais pas, il a utilisé des moyens vraiment sophistiqués spirituellement, vous imaginez que ça ne sera pas facile, en tout cas très facile pour celui qui veut ramener, l'intéresser à son état normal de le faire. Mais toujours est-il que tant dans le monde réel que spirituel, il y a des situations qui sont difficiles à traiter et il y a des situations qui sont faciles à résoudre. Alors, parlons maintenant de ces nombreuses personnes qui souffrent de ces troubles-là et qui circulent dans les rues de nos grandes villes, qui sont laissées à elles-mêmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Revient-il à l'État de les sélectionner, de les rassembler pour les mettre en centre psychiatrique pour les soins, ou bien leur famille dont on peut noter, je vais dire, la démission? La question est très intéressante et m'a toujours préoccupé parce que l'État est censé s'intéresser à tous ses fils dans toutes ses dimensions, peu importe les classes sociales et autres. Donc, même si on a des troubles, on est affecté par des troubles psychologiques et psychiatriques, il n'en demeure pas moins qu'on est toujours citoyen d'un État. Donc, vous voyez ces gens-là se balader comme ça dans les rues.
Le préfet, par exemple, de Cotonou avait initié entre-temps une opération ville propre où on ne doit plus polluer de façon visuelle les villes. Les mendiants ont été débarqués. Je me suis posé la question entre-temps, mais les personnes affectées par les troubles mentaux, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces personnes-là? L'État, pour moi, à mon sens, a le devoir de prendre ces personnes en charge là, de les interner dans des centres psychiatriques, d'analyser le fond, les causes de leurs troubles et d'apporter les solutions adéquates, les solutions à ces problèmes-là. Parce que est-ce que l'État, quand vous dites de déterminer les causes, est-ce que l'État a la capacité, ou du moins la possibilité, dans les circonstances que nous parlons, dans lesquelles nous parlons de modernité, de recourir aux forces spirituelles pour déterminer quelle est la nature du mal dont souffrent ces personnes-là? Tous ceux qu'on voit dans la rue ne sont pas forcément... leur maladie ne trouve pas forcément leur cause dans la spiritualité. Non, mais il faut bien déterminer ceux qui sont malades de façon mais déjà, provoquée par la qu'est-ce que nous voulons? Que l'État laisse ces personnes en situation difficile, démunies, en situation de faiblesse, je vais dire, dans la rue, comme ça? Certainement pas. Non, il faut déjà recueillir ces personnes-là dans un centre. C'est l'assistance. L'État doit assistance à ces personnes vulnérables. Oui. Recueillir ces personnes-là, les interner, parce que c'est inhumain, à la limite, de voir tout le monde passe. On voit, il y a même quand des ces personnes tombent malades parce qu'elles dorment à la belle étoile. Et tout le monde, il y avait même des personnes qui sont habituées à des points où tout le monde passe. On sait que lui, il reste là. Que cette personne affectée par ces troubles reste là. Mais c'est inhumain. Tout le monde passe, on voit que cette personne est affectée et elle est là. L'État a ce devoir-là d'interner ces personnes-là, de leur apporter les soins modernes quand même d'abord. C'est déjà ça. Les laver, leur donner un abri chaud, un repas chaud, une couverture. C'est mieux que de les laisser. On ne sait pas ce qu'ils mangent sous la pluie, sous le soleil, sans habits, comme ça dans la rue. Ce n'est pas normal. L'État a déjà ce rôle-là d'interner ces personnes-là, leur donner un abri, une couverture, des soins, des repas et déterminer avec les spécialistes psychiatres et autres si ce problème-là relève du monde réel, du monde naturel. Les psychiatres peuvent le dire. Après analyse et autres, est-ce que ce problème-là est de notre compétence? Ils peuvent le dire. Et s'il y a des cas qui ne relèvent pas des compétences des psychiatres et psychologues, l'État peut faire appel aux prêtres, aux pasteurs, à un collège de spirituels pour justement, c'est là la question. Est-ce que notre État qui se veut tellement, je vais dire, rationnel, va accepter un jour de recourir à nos forces endogènes pour régler ce genre de problème de façon... C'est pourquoi je parlais de collège de spirituel. Il ne s'agira pas de faire appel seulement à un vaudou, à un prêtre, à un collège qui devra s'entendre. Parce que culturellement, sur le point de la religion, le Bénin a plusieurs religions, nous vivons en paix. Ça n'empêche pas l'État de faire des dons musulmans quand telle fête vient, d'aller à telle fête du vaudou et autres. Donc, il faut capitaliser ce que nous avons. Si nous disons que le vaudou est vecteur de rentrée de devises et autres, là, nous voulons en faire le tourisme, pourquoi pas ne pas l'utiliser pour résoudre des problèmes de santé? Parce que j'ai cru voir dans un pays africain des gens jugés pour sorcellerie, alors qu'au Bénin, ce sont des pratiques charlatanistes qui sont plutôt jugées. On ne cherche pas à déterminer si ces gens-là sont véritablement des sorciers et comment on peut arriver à les guérir ou on doit à extirper le mal de leur griffe. Parlons également rapidement, si vous le voulez bien, Félix Lebrun, de ces associations, pas très nombreuses, mais qui existent quand même, qui prennent en charge ces personnes vulnérables, qui les soignent, qui les entretiennent, qui les protègent contre divers maux, mais qui ne disposent pas vraiment de moyens. Il faut noter que la Fondation Espace Afrique de l'honorable président de M. Samuel Dossou participe énormément à ces soins, mais ce n'est pas encore suffisant pour prendre en charge l'ensemble de ces personnes qui circulent encore dans les rues de nos villes. Il faut saluer ces organismes-là, ces associations qui œuvrent véritablement à
trouver des solutions à ces personnes affectées par les troubles psychologiques et psychiatriques. Si l'État ne peut pas s'engager à s'intéresser à ces fils vulnérables dans cette position, il faudrait quand même que l'État appuie financièrement et matériellement ces associations qui font ce travail. Ils font un très très grand travail parce que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Ça peut vous prendre un beau matin poussé par les difficultés de la vie, claquer la porte, prendre le mur et puis ouf, enlever vos habits, rentrer dans la rue. Pas la magie, vous retrouvez au nord du pays, dans le sud, où personne ne vous connaît. Ça peut arriver à tout le monde. Je crois même qu'une autorité de ce pays, dans un passé récent, a été touché par une affection psychologique et psychiatrique. Beaucoup de personnes l'ont vu dans les rues raconter un peu des choses pas très cohérentes. Donc personne n'est véritablement à l'abri. L'État a ce devoir-là, soit adopter une politique sociale qui vise à recueillir ces personnes-là, soit adopter une politique pour financer les associations qui œuvrent dans ce domaine, ou encore obliger les parents de ces personnes à véritablement s'occuper de leurs membres. Parce que c'est l'autre problème. Dans une famille, quand un individu est affecté de cette maladie-là, bon, la famille ne le considère plus. Il n'est plus membre de la famille. Bon, on laisse comme ça, on laisse à la charge de la société. Alors que ces personnes-là ont bien le moyen d'interner leurs membres dans un centre et de payer les soins. Mais bof, on ne sait pas par quelle éducation on laisse ces personnes-là à elles-mêmes dans les rues du pays. L'État doit obliger, quand l'État recueille déjà, doit faire une enquête d'où vient cette personne-là. Qui est sa famille? Est-ce que sa famille est en mesure de prendre en charge ses soins? Parce qu'on ne va pas tout refiler sur le dos de l'État. Si sa famille est en mesure d'apporter les soins, eh bien, l'État peut obliger, parce que c'est non-assistance à personne en danger quand vous faites ça à un membre de votre famille. L'État doit obliger ces familles-là à prendre soin de leurs membres qui n'est plus en possession de ces facultés, de ces moyens. Et dans nos écoles, dans nos universités, quand vous allez en Occident un peu, vous voyez, les écoles font tout pour avoir un psychologue au sein de l'établissement pour suivre les enfants. On invite les enfants à aller vers ces psychologues dès qu'ils ont des problèmes pour discuter. Ça permet d'évacuer. Oui. Et dans les grandes institutions aussi, les entreprises développées modernes font en sorte d'avoir un psychologue au sein de l'entreprise. Ça permet aux membres d'aller discuter avec ce psychologue, de trouver les solutions au fur et à mesure quotidien, de ne pas emmagasiner ces problèmes-là, de ne pas arriver au burn-out un jour. Donc il est essentiel que les entreprises, l'État, les écoles, les universités pensent à cela. Ça m'évoque une chose qui est régulière en Afrique et sous nos tropiques. Quand il y a une situation de drame, que ce soit familial ou une situation de drame collégial, il n'y a pas d'unité psychologique pour prendre en charge les personnes, les victimes. Chacun, il y a un grand accident de la circulation. Les gens ont vu des cadavres, ou bien ils ont vécu un accident, ils ont été dans un bus dans lequel il y a eu des décès, mais bon, chacun descend. Finalement, les suivants rentrent chez eux. Aucune prise en charge psychologique, et cela finit forcément, des années plus tard, par provoquer des troubles psychologiques pour ces gens-là. C'est un message à l'endroit du Centre national de sécurité routière, du ministère des Infrastructures ou autres. Quand il y a des accidents et autres, Dieu sait qu'il y en a souvent dans notre pays. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour récupérer, pour une prise en charge psychologique des témoins de ces drames-là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même quand on parle de renvoi massif dans les entreprises et autres, comment on fait pour récupérer cela psychologiquement? Parce que les troubles psychologiques et psychiatriques, ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas forcément sur l'individu. Parce que celui qui a perdu son emploi,
sa femme a été dégagée des abords de nos routes et la famille difficilement inscrit l'enfant et toute la famille se retrouve dans une situation difficile, l'impact, le comportement de ceux-là risque d'affecter l'entourage. Il risque de devenir agressif. Il risque de devenir repoussant. Ça peut affecter tout l'environnement et petit à petit, c'est une chaîne, c'est un cercle vicieux et c'est la société qui se retrouve emballée dans une situation fâcheuse. Donc, il est impératif, lors de cette journée de la santé mentale, d'inviter État, entreprises, écoles, universités, toutes les entités qui peuvent s'y engager, d'avoir au sein de leur unité au moins un psychologue, un psychiatre qui puisse prendre en charge les membres de ces unités-là lors des situations difficiles, des situations fâcheuses, pour que les membres n'emmagasinent pas les difficultés au jour le jour, pour qu'un jour ils arrivent au burn-out et chaque individu qui est affecté par un trouble psychiatrique, par un trouble psychologique, est une perte pour la nation. Absolument, il faut que également les chefs d'entreprise ne se comportent pas avec leurs employés de façon à les pousser dans leur dernier retranchement au point de leur déclencher ce genre de situation. Et puis, revenons tout à fait en arrière pour parler des moyens de prévenir ce genre de mal. Je vous l'ai dit, je suis quand même impressionné par votre connaissance du sujet, mais vous n'êtes pas spécialiste. Et ce que j'ai pu avoir comme proposition de la part d'un psychiatre, c'est un rythme de vie équilibré avec du temps pour travailler, du temps pour entretenir ses amitiés, du temps pour se reposer et du temps pour dormir. C'est très important, paraît-il. 8 heures de sommeil par jour pour toute personne, jusqu'à 10 heures pour les enfants en bas âge. Il faut également de l'exercice régulier, au moins 3 fois par semaine, 30 minutes de marche à pas accéléré par exemple, et puis une modération dans la consommation d'alcool et de caféine. Bien entendu, il ajoute pas de drogue, pas de substances psychotropes, pas de substances susceptibles de déclencher donc ces troubles-là chez les hommes. Vous en auriez à compléter peut-être? Oui, tout ce qui est dit là est parfaitement normal. Il faut avoir un agenda, un rythme de vie varié. Boulot, métro, dodo, c'est-à-dire vous venez au boulot, la routine, vous prenez votre taxi, vous rentrez à la maison. Cette situation même est une source d'instabilité pour vous. Un jour, vous allez dire, mais ma vie ne ressemble à rien. Ma vie, c'est toujours la même chose. Il faut avoir des amitiés. Oui. Il faut parler. Quand vous avez un problème, parlez-en à votre femme. Parlez-en à votre mari. Discutez-en. Sinon, le fait de le garder, c'est une bombe qui va exploser. Ayez des amitiés, des amis à qui parler. Aussi, chaque week-end, ayez un programme. Il ne suffit pas d'aller à Lomé forcément. Allez avec votre petite famille un samedi à la plage. Le samedi suivant, allez dans un restaurant. Marchez tout simplement le soir. Pour aller au restaurant. Non, mais même si vous ne pouvez pas aller au restaurant, faites un pique-nique à la maison, allez à la plage. Allez à la place des Matilles, sur une place publique. La nuit, à 19h, 18h, un samedi, marchez. Allez à l'église. Allez à des expositions. Ce n'est pas payant. Allez à des concerts gratuits. Ce n'est pas payant. Changez, bougez votre rythme de vie pour que chaque jour, votre vie ressemble à quelque chose de nouveau. Donnez-vous des challenges, des objectifs à atteindre. Sinon, boulot, métro, dodo, un jour, vous risquez de péter. Maintenant, il faut, en dernier ressort, un soutien familial. Un soutien familial. Quand un membre... Aujourd'hui, nos familles sont divisées pour des raisons complètement farfelues. Si ce n'est pas contre une belle-fille, on est contre un beau-fils, on est contre une belle-mère, un beau-père, etc. Des questions. Et on se retrouve divisé. De sorte que quand un membre a un problème, on le laisse gérer tout seul. Et le membre même dit, je ne veux pas aller chez tel parent, je ne veux pas, et on garde tout sur soi. Alors que l'unité familiale... Dans ce cas-là, il faut quand même avoir des amis. Il faut avoir des amis, outre des parents. Mais le noyau familial est à reconstituer, est à former, est à valoriser. Il faut que la famille retrouve toute sa place dans notre vie, matraquée par la modernité, la mondialisation. Il faut que la famille puisse apporter un soutien. Il faut entourer le membre qui a un problème. Il a échoué un examen, il a perdu un boulot, il a perdu son enfant.
enfants et sa femme, il faut vous retrouver chaque fois autour de lui donner les conseils, lui dire que demain sera meilleur. Ça rend celui-là optimiste, ça lui donne l'espoir de vivre à nouveau. Mais laisser quelqu'un, c'est le pousser petit à petit vers la tombe et revenir dire demain, il était un homme bon, RIP, il était, ce sera trop tard. Vous êtes très inspiré sur le sujet. Voyons si c'est la même chose avec le deuxième sujet que nous avons à aborder aujourd'hui. Le Cameroun, Paul Biya, candidat à sa propre succession pour un 7e mandat consécutif au pouvoir depuis le début des années 80, avant votre naissance probablement. Probablement, certainement, assurément. Et voilà, candidat à sa propre succession, Paul Biya qui est certain de sa victoire et qui se voit quand même disputer cette victoire par un des challengers. Maurice Kamto a annoncé que c'est lui qui a marqué le penalty. Un des ministres de Paul Biya lui répond qu'il ne suffit pas de marquer un penalty pour gagner un match. Ça dépend du match. Quand il ne reste que 20 secondes et vous marquez un penalty, bon, je crois que avant que la balle n'aille de l'autre côté, la balle ne soit centrée, je crois que les jeux sont faits. Kamto ne l'a pas dit à quelle minute du match il a marqué. Le ministre non plus, il n'a pas précisé la durée du match. Donc, non, sur cette question camerounaise, c'est une question sérieuse, c'est une question, je ne dirais pas... Est-ce que ce n'était pas trop sérieux pour que Maurice Kamto utilise cette allégorie-là pour prétendre... C'est de la communication. C'est de la communication. Il sait l'esprit. Il connaît l'esprit dans lequel il est en train de le dire. Mais si ces faits sont vérifiés, bon, je ne doute pas qu'il y ait de la véracité dans ce qu'il dit. Parce que vous savez, le président qui est toujours resté là, on ne va pas dire qu'il a toujours gagné. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun. On nous a dit qu'il a toujours gagné. Mais il faut un vent nouveau sur le Cameroun. Vous imaginez celui qui a 35 ans au Cameroun n'a jamais connu que Paul Biya comme président. Est-ce que c'est une royauté? Est-ce que c'est une royauté? Et d'aucuns ils vont nous dire que c'est gage de stabilité ou autre. Mais quel est le niveau de développement de Paul Biya aujourd'hui? Parce que dans notre même Bénin, on commence par banaliser la démocratie et ériger la dictature en modèle de développement. C'est vrai que notre démocratie n'est pas encore un modèle de développement, c'est un modèle de liberté et qu'il faut en faire un modèle de développement. Mais regardons au Cameroun, est-ce que, je ne vais pas dire dictature, la monarchie constitutionnelle, si on veut, est-ce que ça a apporté le développement voulu au Cameroun? Quel est le taux de pauvreté au Cameroun? Est-ce que le Cameroun peut se comparer aujourd'hui à l'Afrique du Sud, à d'autres pays développés? Nigeria, quel est le pouvoir d'achat des Camerounais aujourd'hui? Quel est le niveau de développement des infrastructures socio-communautaires au Cameroun aujourd'hui? Quel est le niveau de développement du Cameroun? Est-ce que cette présence de Paul Biya a contribué à hisser le Cameroun au niveau des pays les plus développés de l'Afrique? C'est non. C'est non. Et pourquoi poursuivre sur ce chemin? Tant le Cameroun que les autres pays qui ont adopté ce chemin ont besoin d'un visage nouveau, ont besoin d'un souffle nouveau pour vraiment, parce que nous sommes dans des défis pour atteindre les objectifs du développement durable aujourd'hui. L'Afrique est un carrefour où il faut véritablement s'engager sur le chemin du développement, où il ne faut pas continuer avec cette même chanson, le même président fondateur qui revient. PF de Gondwana. Merci. Merci à vous, Fréjus Serroulin. Vous avez opiné avec nous sur la Journée mondiale de la santé mentale, mais aussi sur la situation au Cameroun. Les élections qui se sont déroulées dimanche dernier n'ont pas encore donné leurs résultats définitifs. Donc, Paul Biya reste favori. Mais Maurice Kamto revendique une victoire qui ne lui est pas encore accordée. Et même chose pour d'autres opposants qui commencent à se mettre en starting block, prétendant que contrairement à ce que John Fundi a fait au début des années 90, il faut très tôt revendiquer la victoire afin qu'elle ne soit pas volée. Merci donc Fréjus Serroulin pour ces développements.